85 chrono, on se retrouve bien à nouveau ce jeudi soir pour évoquer ensemble tous les rendez-vous sportifs du week-end avec nos invités. Et pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Pinault, coach et préparateur mental. Bonsoir Benoît. Bonsoir Aurélien. Et avec nous, ce soir, nous avons l'équipe de water-polo de La Roche-sur-Yon avec Jean-Gabriel Berthomès qui est président de La Roche-sur-Yon Natation. Bonsoir Jean-Gabriel. Bonsoir. Et à vos côtés, Joshua Lucas, joueur donc de cette équipe de water-polo. Et on va commencer justement en parlant du match qui avait lieu ce week-end. Nous étions à la piscine du Cap pour suivre ce match des championnats des Pays de la Loire. Cette Ligue des Pays de la Loire assez disputée, un match très serré, on va le voir en images, et un match contre Saint-Nazaire qui s'est malheureusement bien terminé sur une défaite 6-7. La Roche-sur-Yon qui évoluait en bonnet blanc. Vous étiez mené dans ce match, mais vous êtes ensuite revenu. Joshua, j'ai envie de vous poser la question d'abord. Quelle analyse vous faites de ce match qui s'est joué à très peu de choses, il faut le dire? Alors je dirais que c'était un match qui était assez serré. De toute façon, on le voit au score 6-7. C'est un match qui était très physique. On connaît Saint-Nazaire pour ça. Beaucoup d'accrochages dans l'eau. De toute façon, on les attendait là-dessus. Malheureusement, on perd, même si on s'attendait à possiblement décrocher une victoire sur eux. Mais il y a eu quand même beaucoup de loupés en face des buts. Puis ils ont quand même plutôt bien joué. Donc une victoire méritée? Une victoire méritée de leur part, même si je pense qu'on aurait quand même pu gagner ce match. En tout cas, il y avait beaucoup de monde aussi dans les tribunes. Jean-Gabriel, il y a un vrai engouement, on a l'impression, sur ce début de saison aussi, puis sur cette équipe de water-polo. Bah oui, la chance qu'on a, c'est que maintenant, en fait, on peut faire des matchs à domicile. Pendant 2 ans de travaux, c'était pas possible. Donc ça y est, maintenant, on peut faire des matchs à domicile. L'idée, c'est effectivement de faire venir des spectateurs au water-polo pour qu'ensuite, ils aient l'envie d'essayer, de tester, que ce soit des grands ou même des enfants. Et justement, alors on aura l'occasion d'en reparler de cette école de water-polo. On peut peut-être faire un petit point sur le classement de ce championnat des Pays de la Loire. Alors ce week-end, c'était le 3e match. Il y a eu d'abord un premier match, une victoire contre Le Mans, 10-6. Le 19 novembre dernier, vous êtes aussi allé gagner à Cholet, 16-4. Et donc ce 3e match, samedi dernier, on le voit au classement, ce qui fait que vous êtes actuellement bien dauphin de Angers. Peut-être Joshua, est-ce qu'il y a des équipes qui sont un peu favorites dans cette Ligue des Pays de la Loire, qui font plus peur que d'autres? Alors je dirais que pour la victoire, ça va jouer de toute façon entre Angers, nous et Saint-Nazaire. On sait que cette année, Angers veut dominer en tout cas le championnat régional pour s'imposer comme étant le leader régional. Mais on va essayer en tout cas, nous, d'engranger un maximum de points et on espère peut-être à la fin de la saison arriver premier de la région. Donc c'est ça, il y a 12 matchs à disputer dans cette ligue. Et ensuite, alors si vous terminez premier, il y a une accession dans un championnat national. Comment est-ce que ça se passe? Alors c'est au choix, c'est-à-dire qu'on peut, si on le désire, en tout cas accéder au niveau N3, donc, qui est le niveau national 3 au-dessus de la région. Mais c'est plus ou moins en fonction des décisions du club. Donc c'est pas vraiment une élévation en tout cas au niveau de... Pas forcément automatique. Ouais, voilà, c'est pas automatique. D'accord. Exactement. Donc il y a un choix ensuite qui se fait, peut-être. Il y a un choix qui se fait. Alors en championnat national, les déplacements sont beaucoup plus loin. C'est ça. On peut aller, de mémoire, ça peut aller jusqu'au Havre. Alors dans notre secteur, en France, ouais, ça va être dans le Havre jusqu'en Normandie. On peut aller jouer jusqu'en Normandie, donc c'est quand même assez loin. Très bien. C'est des 5 heures de route. Ouais. Après, l'objectif, c'est quand même de construire quelque chose de solide et puis pas de faire le yo-yo en remontant et en redescendant systématiquement. Donc, à la fin de la saison, il y a une décision qui est prise avec le coach et avec les joueurs pour voir quelle décision est prise. Bon, en tout cas, ce week-end, il n'y aura pas besoin d'aller aussi loin que la Normandie puisque vous allez jouer contre l'AS Bougnay-Rezé. On aura l'occasion d'en reparler justement tout à l'heure. Avant cela, je vous propose d'ouvrir le calendrier, l'agenda sportif du week-end en commençant à énumérer tous les rendez-vous auxquels vous pourrez assister en Vendée. Et on va ouvrir cet agenda avec du football puisque c'est la 12e journée de National 2 pour les herbiers. Journée avancée puisque c'était le 11e match de championnat pour les herbretais. Tenu en échec le week-end dernier sur la pelouse de Romorantin, les Rouges et Noirs 5e reçoivent Trélissac 12e. Coup d'envoi du match, c'est demain soir 19h à Massabielle. Une division en dessous en National 3, reprise après 15 jours de trêve. Samedi 18h, derby à suivre entre le leader La Roche-VF et Pouzauges. À la même heure, Chaland accueille Changé. Fontenay reçoit Sablé-sur-Sarthe et le Vendée Poirail Foot voyagera du côté de Saint-Nazaire. Et puis un peu plus tôt à 15h samedi, match de bas de tableau entre La Roche-ESO et Saint-Philibert.
On passe au basket à présent avec plusieurs rendez-vous à noter, notamment du côté de La Roche-sur-Yon. Et ça commence dans 1 heure à peine. Aux Oudéry, les Tigresses du RVBC reçoivent ce soir à 20h l'équipe de Lyon-Asvel pour le 8e de finale de la Coupe de France féminine. Dimanche après-midi, ces mêmes Lyonnaises auront de nouveau rendez-vous sur le parquet des Oudéry, cette fois en championnat. Avec la 5e journée de LFB, les Vendéennes 7e recevront les Finistériennes de Landerneau, 3 places plus loin au classement. Et puis 3e rendez-vous sur les parquets lyonnais. Samedi après-midi, l'équipe Esport du RVBC reçoit Bouet. 10e journée de National 2 féminine, les Vendéennes sont avant-dernières au classement à 2 points de leurs adversaires du week-end. En basket toujours, en National 3 féminine, on jouera aussi la 10e journée. Samedi soir, le Smash reçoit l'équipe de Choret. Dimanche après-midi, un seul rendez-vous en Vendée au complexe de la Fay. Riévi Basket affrontera Saran et puis au même moment, Chantonnay et les Herbiers se déplaceront respectivement à Tours et à Boigny. Du basket chez les hommes, cette fois. Après avoir joué mardi soir en championnat, nos 2 équipes vendéennes de National 1 masculine retrouvent les parquets. Vendredi à 20h, les Sables d'Olonne auront fort à faire face au leader rennais. Et puis à 20h30, le Vendée Chalon Basket 3e reçoit le CEP Lorient pour le compte de cette 13e et dernière journée de la phase des matchs allez. Et dernier rendez-vous de basket du week-end, 11e journée de National 3 masculine. Leader est toujours invaincu. Le Saint-Georges Montaigu Vendée Basket accueille Salertaine dans un derby à suivre samedi soir. Les autres équipes sont toutes en déplacement au même moment. Chalon-Riévi se rend dans le Morbihan face à la réserve du CEP Lorient. L'équipe des Sables-la-Roche ira à Vitré, Champretot à Panazol. Ça fait déjà beaucoup, mais on aura une deuxième partie de l'agenda tout à l'heure. En attendant, je vous propose de passer à notre chronique avec vous, Benoît Pinault, coach et préparateur mental. Alors la dernière fois, Benoît, ensemble, on avait évoqué le niveau d'énergie. Ce soir, vous avez choisi d'évoquer la relation entre 2 notions essentielles dans le sport, à savoir l'enjeu et la performance. Ouais, exactement. Et on va illustrer ce propos avec Kevin Mayer, notre décathlonien, multititré. Alors, on voulait s'habiller comme ça avec Alexandre, mais en fait, on n'avait pas les mêmes boules là au niveau des abdos, donc on a préféré garder les vêtements. Kevin Mayer, donc on le voit sur l'image, effectivement, est recordman du monde. Il a 2 titres mondiaux, même 3 parce qu'il y en a en salle, 2 médailles d'argent au JO. Et en fait, avant d'avoir ces titres-là, justement, on va regarder comment ça s'est passé en 2017, puisque quand il arrive sur la 8e épreuve, qu'est le saut à la perche, en fait, il va se passer quelque chose d'assez difficile, c'est qu'il va rater ses 2 premiers sauts. Sauf que là, s'il rate le 3e, c'est terminé pour lui. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de podium, il n'y a rien du tout. Donc qu'est-ce qui se passe pour lui en fait? Il faut savoir que le décathlon, c'est une épreuve qui est longue, hein. On arrive au 2e jour, et là, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Ça manque d'engagement dans ces sauts, en fait. Ça manque de profondeur, et on le voit qu'il est vraiment très, très crispé, en fait. Donc là, ça crée vraiment un enjeu terrible dans sa tête, puisque, effectivement, il ne lui reste plus qu'un essai. À l'approche de cette dernière barre, c'est tout ou rien. Et il sait qu'après, il a tellement d'avance, de toute façon, il n'y a plus de risque de faire des zéros sur les autres épreuves, et il sait qu'il est champion du monde, si juste il passe la barre. On va regarder comment ça se passe sur le 3e essai. Il est assez crispé, il demande au public de le soutenir, et on va voir, voilà, ça passe quand même de justesse. Donc, bravo champion, là on le voit, il explose de joie, il sait ce qui se passe derrière. Donc là, son concours, il sait qu'il peut profiter pour le reste. Mais ça a été quand même un élément très très crispant. Et la force de... Voilà, l'enjeu a eu son importance. Pourquoi ? Parce qu'on va se retrouver en fait tout simplement 1 an après, au moment des championnats d'Europe, là cette fois-ci sur la 2e épreuve, sur la longueur, sur le 3e essai, il faut savoir qu'il a mordu les 2 premiers, et voilà ce qui se passe sur le 3e. Alors suspense, on ne sait pas s'il a mordu encore. Eh ben si, il a mordu. Donc terminé pour lui. Compétition, vous voyez, il a mordu de pas grand-chose, hein, vous voyez, il y a peut-être 2 cm, mais c'est suffisant. Donc c'est passé la dernière fois à la perche, mais là, la longueur, c'est terminé, donc il arrête le concours, il abandonne, puisque c'est irrattrapable derrière. Et vous voyez, ces 2 événements auraient pu se jouer dans un sens ou dans l'autre, et on a un coup ça fonctionne, un coup ça fonctionne pas. Kevin Mayer était quand même dans une super grande forme, et il décide de poursuivre cette forme en allant à Talence, c'est un peu la mecque du décathlon, de s'inscrire, mais c'est juste un meeting cette fois, il n'y a pas de titre à aller chercher. Et on va regarder comment ça se passe pour lui en fait. Là sur l'épreuve de perche, on se dit, ah c'est peut-être mal parti effectivement, il se prend une rafale devant, et en fait il continue, il est large au-dessus. Je vais vous expliquer la différence entre les deux. Dans un meeting, il n'y a pas de titre à aller chercher. Il n'y a pas de titre du tout. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas la pression. Il peut se concentrer sur chaque épreuve. Ouais, c'est un jeu. Même le premier jour, il explique qu'il est allé déjeuner en fait, avec les autres athlètes dans les bois. Ils ont passé un bon moment. Il n'y a plus la même pression. Il faut savoir que dans un décathlon, c'est 2 jours d'effort, mais en fait, la vraie durée de l'effort, c'est 9 minutes. En réel. Donc pendant ce temps-là, on a le temps de cogiter, on a le temps de faire tout un tas de choses.
Il bat le record du monde ce jour-là, quand même. Donc, et c'est pas rien, justement. On voit la différence de l'enjeu et de la pression que l'on peut se mettre. Donc ça prouve que, effectivement, on peut lui demander potentiellement, et lui, s'il atténue en fait cet enjeu-là, il peut battre encore le record du monde, aller chercher peut-être des titres aux Jeux Olympiques. Hein. Et comment on fait alors pour se libérer de cette pression, justement, pour faire un gros résultat ? Alors, il n'y a pas 50 solutions, il y en a une, on peut prier Dieu, on peut essayer de voir si ça marche, il y en a qui ont essayé d'ailleurs, on peut voir les images. On va le voir, effectivement, pas sûr que ça fonctionne à tous les coups. Est-ce que c'est la bonne technique, ça ? Bon, la preuve que non. Non, la clé la plus importante, c'est de démystifier l'importance de l'objectif. Vous voyez, quand l'enjeu est fort, et même pour nous, si on doit passer un entretien d'embauche, si on doit parler en direct à la télé, on peut se mettre un enjeu relativement fort. Donc l'idée, en fait, c'est de mettre une intention. Kevin Mayer, quand il passe son record du monde, justement, il l'explique, il met une intention dans son placement, dans son action, dans son jeu, dans l'action immédiate. Et la deuxième, en fait, c'est de garder justement sa focalisation sur l'action en cours. Si vous faites un match de water-polo, et que en fait vous visez et vous pensez au titre à la fin, vous jouez pas avec la même peur, vous jouez avec la peur de perdre. Et sur un match à Roland-Garros, c'est pareil, quand on est au premier tour, on n'est pas en finale, donc on pense à son match, on pense à son point, on pense à la manière dont on va se servir. Et c'est justement, alors on a une actualité assez fraîche quand même, on a la chance d'avoir Léo Bergère, triathlète de Saint-Jean-de-Mont, qui vient de gagner les championnats du monde. C'était très compliqué pour gagner, il fallait à la fois gagner mais aussi distancer les adversaires. Et en fait, c'est ce qu'il explique, lui, la manière dont en fait, il s'est préparé et sur quelle intention il s'y est mis. Effectivement, on a sa réaction juste après la course. C'était ce week-end à Abu Dhabi, dernière étape du circuit où il est devenu champion du monde, vous l'avez dit. Exactement, après avoir été champion d'Europe, numéro 1 mondial, donc il s'est focalisé lui uniquement sur le fait de gagner la course, peu importe ce qui arrivait derrière. Il ne s'est pas mis l'enjeu de la pression de devoir gagner le classement global. Et ça a marché, donc tant mieux pour lui. Voilà, et on le salue en tout cas, lui et son club du Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon. Bravo à eux, et on aura peut-être l'occasion de recevoir Léo un petit peu plus tard. En tout cas, merci en tout cas Benoît pour cette chronique. Avant de parvenir à des titres, il faut bien sûr s'entraîner, et ça me fait une transition pour parler de vos entraînements de water-polo. Déjà, comment ça se passe ? Quand est-ce que ça se déroule dans la semaine ? Peut-être Joshua, vous pouvez nous expliquer ces moments d'entraînement qui sont très importants pour préparer les matchs. Alors, on a 2 entraînements par semaine. Un le mercredi soir de 20h à 21h30 et un deuxième le vendredi soir de 20h à 21h30 également. Donc un entraînement de water-polo, ça va se dérouler donc, avec une partie natation d'abord, parce que ça reste un sport qui est dans l'eau, donc la natation reste très importante dans le water-polo. Donc on doit avoir 30-45 minutes à peu près de natation pure, on va dire. On voit quelques images de votre équipe à l'entraînement ces derniers jours. C'est ça, donc à peu près 30 à 45 minutes de natation pure avec principalement du crawl, pas trop de spécifique, qu'on retrouve plus dans la natation classique, on va dire. Et ensuite, d'abord des exercices de passe avec des exercices de rétro, car le rétro est une notion qui est très utilisée au water polo pour le jeu avec la balle et tout ça. Et ensuite, ça va être des exercices d'action, des exercices face au but et tout ça, avec des situations, donc des zones plus, des situations d'attaque, des situations de défense, toutes sortes d'entraînements qui pourraient nous conditionner pour un match, quoi. Et vous, Joshua, ça fait donc 6 ans que vous pratiquez cette discipline. Et avant, vous faisiez bien de la natation. Donc j'imagine que forcément, c'est un gros point fort quand on passe de la natation au water-polo. Oui, c'est quand même assez utile d'avoir fait de la natation avant, quand même, parce que c'est un sport qui est dans l'eau. On le voit, on a certains licenciés qui arrivent au water-polo sans vraiment avoir fait beaucoup de natation avant. C'est beaucoup plus compliqué au début pour eux, mais c'est un sport où, avec un peu de motivation, on peut arriver à quelque chose de bien au final. C'est vraiment, je dirais que c'est un sport où il faut vraiment être motivé au début, et après c'est pas si compliqué que ça par rapport à ce que ça en a l'air. Donc, Et justement, ça se travaille aussi depuis le plus jeune âge, puisque depuis cette année, c'est ouvert à partir de 9 ans. Jean-Gabriel, vous pouvez peut-être nous dire un petit mot sur ces nouveaux licenciés qui sont arrivés ? Oui, ça faisait déjà plusieurs années que Sam en parlait, l'entraîneur de l'équipe première, et c'est vrai que voilà, au sein de l'équipe première, c'est quand même des poloistes confirmés qui sont là dans le club depuis très longtemps. Là, l'idée, c'était de proposer donc aux garçons et aux filles, parce qu'il y a aussi des filles qui font du water-polo et c'est important de le signaler. Et là, l'idée, c'était de proposer aux garçons et aux filles de 9 ans de commencer le water-polo, de le découvrir et puis progressivement d'augmenter. Donc cette année, depuis septembre, il y a une dizaine de jeunes
qui font des entraînements de water polo. Alors, on leur demande d'assister à 2 entraînements, parce qu'une fois de plus, il y a besoin d'avoir une bonne base de natation. Donc, en général, dans la semaine, je pense que c'est le mercredi, il y a un entraînement dédié natation. Et puis ensuite, le samedi, c'est dédié au water polo. Ce qui est très important et qui est vraiment l'illustration de la vie du club, c'est qu'il y a plusieurs nageurs, plusieurs poloistes de l'équipe première qui viennent encadrer ces jeunes. Et puis voilà, l'idée c'est de découvrir. Et puis au fur et à mesure, d'augmenter le nombre de poloistes qui puissent venir. Et puis à terme, éventuellement, de faire des équipes de jeunes. Dans d'autres clubs de la région, il y a aussi des équipes de jeunes. Donc voilà, on est en train de le construire, tout ça. Bon, effectivement, vous m'avez soufflé la question que je voulais vous poser sur cette équipe de jeunes. Et un petit mot peut-être très rapide, puisque donc il y a du water polo à La Roche-sur-Yon, natation, mais il y a aussi de la natation avec un rendez-vous le 17 et 18 décembre prochain. Exactement, c'est 17 et 18 décembre, c'est le meeting des jeunes qui aura lieu dans le bassin de 25 mètres, le samedi après-midi et le dimanche. Donc voilà, si les gens sont intéressés pour venir voir une compétition qui rassemblera à peu près 300 jeunes de toute la région, il ne faut pas hésiter à venir au complexe aquatique pour voir ça, et puis peut-être donner envie d'aller dans le bain également. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler dans le 85 chrono des prochains jeudis, puisqu'on énumère, vous le savez, tous les rendez-vous sportifs du week-end. Et on va continuer justement avec cette deuxième partie de l'agenda, avec 2 rendez-vous de handball à vous communiquer en National 2 féminine. Place à la 8e journée pour l'équipe 2 de La Roche-sur-Yon Vendée Handball. Réception de Mamers, les Lyonnaises, qui tenteront de poursuivre leur bonne série, de décrocher une 3e victoire de rang. Et puis eux aussi viseront un 3e succès de suite dans l'autre match de hand à suivre. En National 3 masculine, le Slam reçoit le RAC Handball Nantes pour la 10e journée. Du volley aussi au programme dans ce premier week-end de décembre. Avant-dernier, le Montaigu Vendée Bouferré Volleyball accueille Châtellerault. 8e journée dimanche après-midi à la Halle des Sports de Bouferré. Les Vendéens sont toujours en quête d'une première victoire dans ce championnat. Elles aussi courent après un premier succès positif cette saison. 8e journée de National 3 féminine. Les volleyeuses des Langes-Génusson à Font-de-Rennes samedi soir à la salle Océane. Du tennis aussi avec les Lyonnaises du TEY. Les joueuses emmenées par Mathieu Incourt reçoivent Arras au Terre Noire. 4 simples et 2 doubles à suivre dimanche dès 11h. Du rink hockey samedi soir aussi au complexe de la Montparière, 8e journée de National 1 Élite pour les Genoux. Le Poiré-sur-Vie qui reçoit Dinan-Quévert, et de son côté l'équipe de la Vendéenne se rendra à Nantes. Samedi soir aussi de la course à pied au programme. Il faudra s'équiper, lampe frontale obligatoire pour le trail urbain nocturne de Mortagne. Passage dans les rues de Mortagne-sur-Sèvre, mais aussi dans les coteaux de la Sèvre nantaise. Départ prévu à 18h30. Rendez-vous de cyclocross également dimanche matin. Première édition du cyclocross du Corps-Noir. Circuit de 2 km à Beauvoir-sur-Mer avec une opération spéciale aussi menée à l'occasion de ce week-end du Téléthon. Et on termine cet agenda sportif du week-end avec un mot d'équitation. Première étape du Winter Jump du Bocage, un événement organisé par l'ACP Pouzauges. On va être un petit peu court, je voulais vous présenter une bande-annonce des futurs visages du sport qui auront lieu demain. Ce sera à suivre Cléa et Tania Dupin de l'ESM Twirling Chaland. Un petit mot peut-être du coup sur le match de ce week-end face à Bougnay-Rezé. Ce sera à suivre samedi soir. On espère une victoire bien sûr. On espère une victoire. Bon, on croise les doigts pour vous en tout cas. Merci à vous d'être venus sur le plateau. On va saluer également quand même votre coach qui n'était pas là ce soir. On lui souhaite un bon rétablissement, Samuel Ferrand, et puis votre capitaine Jérémy Montrichard surtout. Voilà, merci en tout cas à tous les trois. Benoît Pinault pour votre chronique, et puis Jean-Gabriel et Joshua d'être venus. On vous souhaite une bonne continuation dans cette saison. Quant à nous, prochain rendez-vous de 85 chrono, ce sera lundi soir 18h45 avec Aurélien Huard. J'aurai le plaisir de vous retrouver un petit peu plus tôt dans la matinale lundi à partir de 8h45. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur TV Vendée.